Donc bonjour à tous. Mon nom est Loïc Le Sauce. Donc je suis directeur de Business Unit et partner chez Sésame. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire qui sera dédié, donc comme c'est marqué, à l'approche ingénierie système, Systems Engineering, et comment est-ce que cette approche se couple avec une approche ligne de produit. Et pour ce faire, donc nous avons le grand honneur et la chance de recevoir Oussama de FIV, Oussama Cherif de FIV, qui est directeur de l'innovation chez FIV. Voilà, donc je te donne la main, Oussama. Nous avons eu l'occasion de réaliser quelques missions ensemble sur ce sujet-là. Voilà, donc d'accompagner FIV dans l'implémentation d'une approche architecture système et ligne de produit. Et c'est un petit peu ce retour d'expérience qui fait l'objet de cette présentation. Voilà, the floor is yours, Oussama. Merci Loïc. Merci à tous de l'occasion de nous donner, de témoigner un peu du travail que nous avons fait ensemble sur l'ingénierie système et l'approche ligne de produit qu'on a essayé de mettre en place. Donc très rapidement pour présenter, donc mon nom c'est Oussama Cherif, donc je suis depuis 2 ans et demi le directeur d'innovation de la division Smart Automation de FIV, que je vais présenter tout doucement après, et je suis dans ce groupe-là industriel depuis une dizaine d'années. Et avant, mon expérience était beaucoup dans l'informatique, dans ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle et ce genre de choses à l'époque. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous raconter un peu le contexte global dans lequel je me trouve, en tout cas on se trouvait, et quels sont les enjeux autour desquels dans lesquels on baigne, en quelque sorte, et qui nous ont poussé vers essayer de faire les choses autrement, notamment à travers la démarche ingénierie système et plus précisément d'essayer de repenser nos produits sous forme de ligne de produits. Je suis désolé, Oussama, désolé de t'interrompre. Il y a un cadre gris sur ta présentation au milieu. Il y a plusieurs cadres gris. Voilà. Désolé. Merci, ça cachait. Merci, désolé. C'est bon? C'est bon, c'est résolu, oui, tout à fait. Et au passage, vous avez donc un chat. N'hésitez pas à poser des questions. So please do not hesitate to ask questions through the chat. We will have a Q&A session. On aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Alors, donc je vais commencer par raconter un peu l'histoire du groupe FIV. Donc c'est un groupe d'ingénierie internationale qui existe depuis un certain nombre d'années, puisque nous avons 200 ans d'âge. Ça a commencé à l'époque avec la fabrication de sucre et aussi très rapidement c'était dans la grosse industrie de construction métallique. Et il y a un certain nombre de réalisations qui restent toujours présentes actuellement, notamment si vous faites un petit tour sur les quais de Paris, donc vous avez le pont Alexandre-le-Grand ou pas Alexandre-le-Grand, Alexandre III, et notamment aussi si vous montez dans la Tour Eiffel, les fameux ascenseurs de la Tour Eiffel sont parmi les réalisations que FIV a fait il y a déjà bien longtemps. Et ce groupe-là a réussi à gérer, à vivre et à se transformer au fur et à mesure des différentes révolutions industrielles et à prendre toujours avoir l'agilité suffisante pour pouvoir surmonter un peu les challenges qui se produisaient à chaque fois.
Donc, quelques chiffres très rapidement pour vous donner un peu les éléments. Donc, on est présent sur les 4 continents avec une grosse, bien sûr, présence en Europe, à peu près 2 milliards de chiffres d'affaires, quasiment 9 000 employés et, euh, et, répartis dans différents secteurs industriels. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, une énorme concentration en Europe. Depuis une vingtaine d'années de présence très très forte aux États-Unis et avec aussi une présence très forte au Japon. Et bien sûr avec des projets qu'on fait un peu partout dans le monde dès qu'il y a une grosse industrialisation. Les types de clients que nous avons, bon bah c'est les grands groupes industriels internationaux et dans quasiment tous les domaines, en tout cas, de l'industrie, de l'industrie lourde. Et, et ça fait donc ça me donne une capacité de travailler énormément à l'international. Donc ça, je passe. C'est pas très intéressant. Alors pour aller un peu plus profondément dans la structure du groupe FIV, alors je vais me permettre de prendre un peu quelques minutes pour l'expliquer un peu plus, parce que ça fait partie je dirais, on est embarqué comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une transformation pour s'adapter à ce qui se passe. Et il faut, pour pouvoir le faire, il faut d'abord savoir d'où est-ce qu'on vient et comment on est structuré. Le groupe FIV, donc je l'ai mis sur la gauche, la liste globalement des métiers dans lesquels on travaille. Donc on travaille dans l'aluminium, dans l'acier, dans le, le verre, dans le sucre et les bioénergies. On fabrique des cimenteries. Bien sûr, on est dans l'intralogistique. On est dans la machinerie, que ce soit pour le grinding, le cutting ou la dépose de composite. Mais aussi, on est diversifié dans des activités de maintenance ou même maintenant de logiciels, puisqu'on a une filiale qui s'occupe principalement d'intelligence artificielle et d'autres services. Et pour finir avec Adobe, où on est avec Michelin, partenaire dans dans une compagnie pour fabriquer des machines d'impression 3D métallique. Donc ça fait une diversité énorme de métiers et ça avait du sens, ça a du sens une façon de résumer un peu la structure du groupe, c'est de parler de fédération de de PMI, donc petite moyenne entreprise industrielle. Et ça fonctionnait de cette manière-là. On a à peu près 80 filiales, à peu près, dans le monde, chacune étant spécialisée dans son domaine technique, sur son marché, avec très souvent une activité qui peut être mondiale ou locale suivant les métiers. Et ça avait un sens d'avoir une fédération, puisque, pour juste vous donner un exemple, quand on a dans des métiers comme l'acier, on a un boom de construction d'usines. Très souvent, c'est parallèle à une baisse d'activité dans l'aluminium ou dans le ciment. Et donc, ça faisait que l'un dans l'autre, avec des cycles différents, on arrivait en moyenne à avoir une activité qui était permanente et les différentes filiales pouvaient se soutenir les unes les autres à travers cette mise en fédération. Et ce modèle-là, c'était le modèle dans lequel on était depuis une trentaine d'années et qui donnait cette possibilité au groupe de pouvoir grossir et s'internationaliser, parce qu'avant on était beaucoup plus français, et de s'installer notamment aux États-Unis ou au Japon, ce qui était à l'époque une vraie gageure. Mais les choses ne restent pas de cette manière. L'environnement ne reste pas de cette manière-là. Il change malgré tout.
Et on est arrivé à une situation où il y a de nouveaux challenges qui ont commencé à pointer leur nez il y a quelques années, donc, je dirais 6 ans, 6 à 10 ans, en tout cas, mais tout doucement, et qui, bien sûr, depuis l'année dernière, avec la crise du Covid, a complètement accéléré et amplifié cette tendance. La première qu'on avait constatée déjà à l'époque était la saturation des capacités industrielles. Et voilà, donc c'est principalement la Chine qui nous tirait énormément. Ben voilà, ils se sont beaucoup industrialisés, ce qui fait que le temps la demande de faire une nouvelle usine, bah ça ne va pas se faire l'année prochaine, ça se fera dans 5 ans, le temps que l'ancienne soit bien rentabilisée ou un peu obsolète technologiquement. Donc ça rallonge un peu les cycles. La nature de ce que nous demande en tant qu'industriel et ça commence à aller de plus en plus vers du service que simplement de créer de nouvelles capacités industrielles, quel que soit le secteur. Et aussi, il y a sur certains secteurs, il y a quand même notamment l'automobile et l'aéronautique qui étaient des secteurs de haute technologie sur lesquels on a notre capacité de briller sur certains technos, notamment dans le composite, par exemple, la fibre de carbone. Bah, voilà, l'activité même dans ce secteur-là commence à se ralentir. Et bien sûr, la digitalisation et la robotisation de l'industrie qui devient de plus en plus importante et bien sûr encore plus forte à cause du Covid. Donc cette chose-là, donc ces modifications-là nous ont emmené à déjà rechanger la structure du groupe et la structurer en trois divisions. On appelle ça division. Donc la division machine de très haute précision, high precision machine, dans laquelle on a mis toute l'activité principalement de machine-outil qui s'occupe d'aéronautique et d'automobile, principalement. Les activités process technology, donc donc on est plus dans l'industrie traditionnelle. Et la dernière division, c'est la Smart Automation Solution, qui est principalement dont l'activité est orientée autour de l'intralogistique et l'automation générale des warehouses, donc dans le manufacturing. Et donc avec l'idée de pouvoir changer de modèle de la fédération où on mettait tout le monde était dans la même fédération, à quelque chose où on est orienté et structuré autour de 3 pôles d'activité qui sont beaucoup plus intégrés. Et on va voir un peu comment, sur le cas de l'intralogistique principalement, et de l'automation, mais voilà, c'est une extension de la chose, on a recommencé à faire les choses. Donc, alors, la Smart Automation Solution, donc la division dont je suis le directeur de l'innovation, on s'occupe principalement de ce qu'on appelle le material handling, donc le transport du matériel, donc des choses à l'intérieur dans un entrepôt. Ça peut être, bien sûr, et ça, c'était notre activité originelle qui était le courrier, mais c'est aussi tout ce qui est carton, marchandises et bien sûr, dans le cadre du manufacturing, on est très présent dans l'automobile, donc mettre en place les lignes d'assemblage et dans certains secteurs, notamment par exemple actuellement on travaille beaucoup dans le secteur du bois et des cuisines. Ça fait partie aussi des choses bizarres à cause du Covid, ou un boom de l'activité des cuisinistes. Parce qu'en restant à la maison, tout le monde a commencé à vouloir changer et refaire sa cuisine. Et donc transporter tout simplement les panneaux de bois, ce qui n'est pas une mince affaire. Et notamment, pour être capable de faire ça,
non seulement avec des convoyeurs, mais aussi avec des robots. On a une douzaine de sites. En fait, il y a une dizaine de sociétés. Ce sont 10 sociétés. Lorsqu'on a mis en place la division, on faisait à peu près le tiers du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe, mais avec la croissance très forte, bien sûr, cette proportion-là est en train de changer et voilà, on est en train d'arriver à la moitié quasiment du chiffre d'affaires du groupe FIV uniquement sur ces 10 compagnies qui font l'intralogistique dans ce groupe. Nos clients, c'est tous ceux qui historiquement sont dans le courrier, donc FedEx, DHL, mais et bien sûr dans le manufacturing, Michelin, PSA, Renault, donc on est très orienté automobile, ou Tesla. Et de plus en plus, bien sûr, tous les grands acteurs de l'e-commerce. Voilà. Peut-être Oussama, comme on est à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié du temps de présentation, peut-être si on peut, pour maintenir le temps, passer plus au sujet. D'accord. Désolé. Je surveille l'heure, désolé de faire le méchant un petit peu. Voilà, donc en tout cas, j'espère que c'est donc voilà, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide et rentrer un peu plus, en tout cas, être plus précis. Je vais probablement laisser tomber les vidéos que je voulais vous montrer. Donc les types de métiers sur lesquels on est en termes d'intralogistique, c'est le courrier, l'e-commerce, la distribution, le retail, donc travaille pour DHL et Amazon. On travaille pour Carrefour, Intermarché et Ulog, par exemple, et aussi dans certains métiers dans le manufacturing. Ça peut être dans l'agroalimentaire, d'ailleurs, notamment pour débiter des tranches de jambon ou, comme je dis tout à l'heure, dans le secteur du bois ou de l'automobile. Donc, tout un ensemble de technologies, voilà, ça c'est pas nécessairement classique, mais qu'on peut comprendre. Pour la partie distribution retail, donc il y a un certain nombre de choses qui sont importantes, en tout cas qui font partie du métier, du cœur du métier du système. Il y a des stocks, il y a beaucoup de robots qui palettisent, dépalettisent et beaucoup de convoyeurs et bien sûr énormément de logiciels pour gérer tout ça. Et pour tout ce qui est courrier, ça reprend à peu près les mêmes technologies, sauf que on est dans une problématique beaucoup plus importante, qui est que dans le cadre du courrier, on ne peut pas se permettre de perdre un courrier. On peut laisser tomber un paquet de yaourts et de le remplacer. Un courrier perdu, que ce soit une lettre ou un carton qui contient votre commande de chez commerçant de e-commerce favori, ça c'est pas possible, qu'il soit perdu ou tout simplement réorienté ailleurs, s'il arrive un mois plus tard, en fait ça n'a pas de sens non plus. Donc ça donne des contraintes un peu plus fortes et qui pardon. Je vais skipper un peu les vidéos. Excusez-moi. Voilà. Donc, concernant l'intralogistique en tant que telle, bien sûr, on a toujours les mêmes problématiques qu'on a vu tout à l'heure, mais il va se rajouter quelques éléments supplémentaires. Un positif, c'est le boom de l'e-commerce. C'est-à-dire que il y a contrairement
aux autres secteurs. Là, en fait, ça cartonne, ça va très, très, très fort. Mais et en plus, on travaille de plus en plus avec des acteurs internes multinationaux, des clients. Le cas le plus emblématique, c'est Amazon, avec lesquels on travaille aux États-Unis, en France, en tout cas en Europe en général, France, Italie, Allemagne, et mais aussi au Japon, et qui sont très très demandeurs, vu l'activité, tout simplement la compétition est de plus en plus forte avec des acteurs qui sont avec une consolidation au niveau du marché. Donc on se retrouve par exemple avec Toyota qui rachète un de nos concurrents, Vanderland pour ne pas les nommer, et pour essayer de devenir le numéro un mondial de leur secteur. Donc avec une capacité beaucoup plus importante que ce que le groupe FIV peut avoir, parce que Toyota, c'est quand même un élément très grand. Donc, ce qui fait que finalement, le modèle de fédération n'est plus bon pour notre cas. Et pour pouvoir notamment transformer ces 10 petites boîtes qui chacune était spécialisée dans son secteur, dans sa technologie d'intralogistique, pour en faire une entité qui est capable d'opérer sur le niveau mondial. Et donc, ce qui fait que dans l'activité R&D et de conception de produits, où on se concentrait uniquement sur concevoir chacun de nos produits de la meilleure manière, ben en fait, on est passé à on doit passer à une autre échelle, notamment, ce que j'essaie de clarifier ici, c'est de faire de sorte que notre offre soit disponible partout dans le monde pour pouvoir, répondre à la demande de nos clients qui deviennent de plus en plus exigeants, et être capable notamment de concurrencer nos principaux concurrents, et une façon plus claire de le dire, en tout cas, et ça a pris beaucoup de temps en termes de maturation à arriver, c'est que chaque entité de la division doit permettre à une autre entité de pouvoir faire le business avec ses produits de manière complètement indépendante. Et un exemple tout simple, on est en France pour des raisons historiques et excellent pour travailler dans l'agroalimentaire, parce on a la chance d'être en France, d'avoir des grands acteurs de la distribution. Au Japon, on est le numéro 1 japonais du courrier, donc très bien implanté et très 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 reconnu. Si on veut faire de sorte d'aller, comme nous le demandent nos clients japonais, pour faire de l'agroalimentaire au Japon, ça reviendrait à envoyer nos solutions françaises au Japon, ce qui est très compliqué, qui n'est pas facile. Et donc, comment faire pour permettre à nos collègues japonais de pouvoir utiliser la technologie française pour pouvoir faire leur business au Japon tranquillement, d'une manière beaucoup plus aisée. Juste d'un point de vue timing, il reste 10 minutes environ. Très bien. Donc, à partir de là, donc on a opéré un certain nombre de mise en place de programmes de transformation basés sur essayer de repenser nos lignes de produits. Et je vais vous donner deux exemples, donc un hardware, un autre software, et qu'on a mené notamment avec l'aide de Césame. Et donc le premier, c'était ce qui était assez simple finalement, en tout cas en termes puisqu'il s'agit de transformer notre gamme de convoyeurs en quelque chose de beaucoup plus standardisé, beaucoup plus rationnel. Les convoyeurs, c'est pas très compliqué. On en faisait dans plusieurs sociétés, chacune le faisait pour ses besoins à eux. Donc, comment faire pour que ce soit un peu plus générique et plus standardisé. Donc, cette démarche-là, c'est une démarche, je dirais, d'architecture,
ligne de produit où on était amené à essayer d'identifier techniquement quels étaient les modules standards, qu'est-ce qui était variable, qu'est-ce qui était spécifique à chaque fois. Et il y a eu un travail naturel qui a été fait comme ça, et on a fait appel à Sésame notamment pour pouvoir dérouler d'une manière beaucoup plus systématique un process pour s'assurer qu'on n'était pas en train de louper quelque chose dans ce secteur-là, notamment en travaillant principalement sur le PBS, donc, et, et, et s'assurer que derrière, c'était une des choses qui était intéressante aussi de prendre d'avoir ce recul-là, c'est que on s'est rendu compte que la façon dont on pouvait faire cette standardisation dépendait énormément d'où est-ce qu'on arrêtait le calcul du coût, puisque c'était à la fin du fin, on essayait d'optimiser le coût. Et si on s'arrêtait le calcul du coût à la sortie d'usine, c'était pas la même chose. On n'obtenait pas la même chose si on arrêtait le coût à l'installation. Quand on était complètement focalisé sur, je dirais, l'architecture technique de nos produits, on avait facilement tendance à louper ce genre de choses et, donc de faire les mauvais découpages et les mauvaises architectures. Donc, ça nous a permis donc d'aller beaucoup plus vite et d'une manière beaucoup plus sûre dans la mise en place de la standardisation, donc sur notre gamme de convoyeurs. Un autre secteur qui est encore plus complexe parce que on est plus dans le software. Donc, alors dans les installations que nous mettons en place, puisque c'est des automatisations complètes d'entrepôt, il y a une brique centrale qui vient avec, qui est le logiciel. Donc, le WMS, Warehouse Management System, ou le WCS aussi, Warehouse Control System, qui font partie des pièces maîtresses de l'automatisation des entrepôts. En tout cas, on était connu, en tout cas, on avait comme spécialité d'être ce que j'appelle les spécialistes de la haute couture dans ce secteur-là, puisque parmi ce qu'on faisait, c'était de s'adapter parfaitement aux besoins de nos clients, à leur process, à leur façon de travailler. Et on avait cette capacité-là de pouvoir donc avoir cette adaptation qui est assez forte. Alors très rapidement, en quelques secondes, pour les métiers typiques dans l'entrepôt, en fait, il s'agit de réceptionner de la marchandise, donc qui vient très souvent sous forme de palettes. Donc, il faut s'assurer, donc il y a quelqu'un qui les réceptionne, il faut s'assurer que ce qui a été réceptionné correspond bien à quelque chose qu'on attendait, que c'était une commande et que cette commande-là, son contenu correspond bien à ce qu'on attend. Après ça, c'est envoyé très souvent dans un stock, dans un stock de palettes, ou directement c'est complètement éclaté pour pouvoir prendre les paquets et les mettre dans un warehouse, en tout cas dans un stock au détail. Et après, suivant les commandes ou les demandes qui sont reçues, on sort du stock les différents éléments pour mettre en place, pour préparer ce qui va être mis à l'expédition. Et tout ça, c'est un mélange d'opérations manuelles et d'opérations automatiques qui sont très souvent anticipées, planifiées et parfois pas du tout. Donc, il faut s'adapter pour chaque client à ses besoins particuliers. Ça fait qu'on a énormément de processus standards, de processus qui sont impliqués dans la fameuse suite logicielle que nous avons développée, donc et qui nous permet de donner cette grande flexibilité.
Sauf que cette complexité-là, il y avait une difficulté très forte de lisibilité et le premier travail qu'on a essayé de faire avec Sésame, c'est de faire un peu la map de tout ça pour essayer de comprendre, finalement de comprendre mieux ce qu'on avait sous la main. Et, euh, et, et donc, voilà, ce qui était pas très très compliqué, mais ça demandait qu'on prenne un peu de temps. Et tout l'objectif était malgré tout de quand même d'essayer de maîtriser cette complexité-là à travers la mise en place d'un configurateur, puisque je vous rappelle que l'objectif c'est de permettre à ce logiciel-là a été fait dans une des sociétés françaises du groupe. Et l'idée, c'est de permettre aux autres sociétés de la division de pouvoir faire du business avec cette technologie-là, sans avoir à faire appel directement à la compagnie qui l'a créée, notamment pour être beaucoup plus agile, pour accélérer le travail. Et ça nécessitait de réduire la complexité. Et la première démarche a été d'imaginer quelque chose à partir des configurateurs, de mettre en place le principe de configurateur. Donc là, je reprends un peu la, le modèle, en tout cas le principe de configurateur, donc où on fait la différence entre, en tout cas une fois qu'on a défini la plateforme, d'essayer d'identifier tout ce qui est variable et les variations et tout ce qui est vraiment très spécifique. Et c'était dans cette démarche-là qu'on a commencé à le faire en, en essayant à partir de la sélection, en tout cas l'identification des stakeholders, de voir un peu qui va faire quoi, de découpler le pattern de configuration, les différents éléments sur qu'est-ce qu'on doit configurer, qu'est-ce qui est pour chacun des éléments, et pour aboutir à la fin à des choses et on s'est concentré uniquement d'ailleurs dès le début vu l'étendue du champ des possibles, uniquement à ce qu'on appelle la préparation de commande. Donc, pour aboutir à un moment donné à une sorte de questionnaire qui sert de base pour la configuration. On répond aux questions et à la fin du fin, en fait, on a quelque chose qui permet de configurer le système. Le problème, c'est que malgré tout ce travail-là, finalement, on s'est rendu compte que ça restait quand même assez complexe, pas par nature, en tout cas, mais c'était, comment dire, la, les configurateurs. On a commencé à mettre en place un configurateur pour un des process. Et après, il fallait répéter ça pour les différents process. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était dans la complexité qui n'était pas maîtrisé. Et avec Loïc d'ailleurs, on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait, il nous avait manqué une étape préalable, qui était que quand on disait que chaque entité de la division doit être capable de faire du business indépendamment avec les produits des autres, mais en fait, on a oublié de préciser une chose, c'est que c'est pas tout ce que c'est faire une des filiales doit être capable d'être fait par l'autre filiale. Il n'y a que certains aspects, certains business qui sont intéressants et qui vaillent le coup de transposer, en tout cas d'exporter, si on veut, et que ce n'est pas l'ensemble des choses. Donc, ce qu'on était amené à essayer de revenir un peu en arrière et de retravailler un peu sur la situation actuelle en termes de marché, notamment avec les commerciaux, pour dire voilà, voici ce qu'on est capable de faire, aussi ce qu'on fait, ce qui donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un positionnement haut de gamme et on est capable de personnaliser les solutions la, très, très fortement aux clients, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus orienté vers des secteurs où on voit par les tendances du marché où il y a de plus en plus
de demande. Et donc là, dans ce cas-là, c'est tout ce qu'on ce dont on nomme goods to man, donc typiquement tout ce qui est nécessaire pour faire de l'e-commerce. Et le retail, c'est donc voilà, donc les activités très fortement liées à l'e-commerce. Et ça nous a disons, orienté au-delà du simple configurateur aussi à penser d'une manière beaucoup plus globale, je dirais, non seulement la ligne produit software WMS, mais beaucoup plus généralement sur le métier même de l'entreprise, avec des éléments un plan d'action, en tout cas des éléments d'action qui ont été spécifiques, qui sont soit organisationnels, soit techniques, et même parfois commerciaux, en tout cas d'objectifs commerciaux. Et pour aller plus vite, donc ce qui nous a amené à la fin, et c'est sur quoi on est en train de travailler actuellement avec plus ou moins de facilité ou de difficulté, c'est une fois qu'on a fait ce travail-là d'analyse de la ligne de produit et de qu'est-ce qui est standard, qu'est-ce qui est variable et de comment on va faire vivre ce produit-là sur le marché une fois qu'on a bien identifié le type de marché qu'on adresse et quels sont ceux qui vont les parties prenantes qui vont manipuler ce produit-là, qui vont interagir avec ce produit-là. Doit être mis en place je dirais, des processus de fabrication de cette ligne de produits. Et donc c'est ce qu'on actuellement on essaye de mettre en place avec des processus hors cycle et processus en cycle. Et avec la difficulté que je dois avouer que quand on est comme dans le cadre du groupe FIV, une société très orientée projet, la mise en place d'un processus hors cycle et donc d'une ligne de produit ne va pas de soi, puisqu'il s'agit d'internaliser des contraintes et de réfléchir au-delà même du projet en cours. Et c'est difficile parce que chacun de nos projets sont des projets très importants. Pour vous donner un exemple, même si c'est pas dans l'astrologistique, une usine de ciment, c'est 100 millions. Et ça dure 2 ans. Alors, ce qu'on fait, ça fait vivre la boîte pendant longtemps. Donc, c'est tellement important que tout le reste passe à côté, et ça fait partie des difficultés pour pouvoir réussir de mettre en place une stratégie, une approche ligne de produit sur laquelle il faut travailler. Et donc, comme je disais, donc on a une approche qui est très axée projet et qu'on est en train de faire bouger tout doucement et j'espère assez rapidement vers une organisation axée produit suivant le schéma dont on a parlé tout à l'heure. Et donc voilà. Et donc ça fait partie, je dirais, comme je disais tout à l'heure, ça nous a permis de savoir pourquoi on souhaitait aller vers une organisation axée produit. Et sans ce travail-là, on l'aurait probablement fait un peu plus en retard, mais d'une manière un peu plus anarchique, mais sans savoir nécessairement exactement vers où on voulait aller.